Commission Galland, fiasco Saclic, transfuge politique, propos controversés, rapprochement diplomatique et tensions commerciales. L'année 2025 a été bien remplie. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Will you talk about ending the trade war? Quel est l'événement marquant des 6 derniers mois? I'm very disappointed in Canada. They lied. La leçon politique de 2025. Il n'y a rien ici que vous pouvez dire que j'ai fait de quoi que ce soit de mal. L'erreur politique. Ce qu'on veut, c'est de négocier, qu'ils viennent à la table. La surprise. Au fond de cet accord, c'est la coopération. It expires in about a year. Quel sera le dossier à surveiller en 2026? Maybe work out another deal with Mexico and Canada. Et que devrait-on mettre dans le bas de Noël de nos politiciens? Quelle devrait être leur résolution pour la nouvelle année? Ici Daniel Thibault, dimanche 14 décembre. Bienvenue à cette édition spéciale des Coulisses du pouvoir, notre bilan 2025. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Nous voici à ce moment tant attendu par l'équipe, probablement par vous aussi un peu, l'heure de la rétrospective avant de faire la relâche pour la pause des fêtes. Alors, quels sont les événements qui ont marqué le paysage politique des 6 derniers mois? À quoi doit-on s'attendre pour 2026? Et comme on le fait à chaque année, on le fait en personne avec nos collaborateurs. Alex, Chantal, Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très hâte d'entendre, évidemment, ce que vous avez retenu comme événement au cours sur l'actualité politique des derniers mois et sur ce qui s'en vient. Mais d'abord, on va jeter un coup d'œil au résumé que l'équipe nous a préparé. Ça donne ceci. En plein cœur des vacances, les tarifs reviennent hanter le gouvernement. Il est peu probable qu'il y ait des accords sans tarifs. Sans entente avec Donald Trump, Ottawa passe en mode urgence. Il y a une série de nouvelles mesures pour l'aider l'industrie de bois d'œuvre. Let's give them a hand. Après une défaite crève-cœur, Pierre Poilievre retrouve un siège aux communes. On sait que M. Trump est heureux. Il est heureux parce que M. Carney fait tout ce que l'administration républicaine veut. I like Carney a lot. I think he's a good person. Slava Ukraini et vive le Canada. Les visites à l'étranger se succèdent, les investissements en défense aussi. We will quadruple our spending on defense. À Québec, le PQ continue de malmener la CAQ. J'ai l'impression qu'il y a un message qui est envoyé évidemment au gouvernement aujourd'hui. On est prêt à un changement. J'assume l'entière responsabilité de la défaite. On a manqué une occasion historique de corriger la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur le commissaire. Au revers électoral s'ajoute le fiasco Saclic. Que j'apprenne aussitôt qu'il y aurait un dépassement de 500 millions, bien, il y a quelqu'un qui aurait dû le voir avant la vérificatrice. Je me souviens pas de ça. Je m'attends à ce qu'un témoin qui témoigne serment dise la vérité. Et la faillite de Nordvolt. Cet argent-là, on ne le reverra pas. Parce que c'est pas toujours simple. Les départs se succèdent et ébranlent la famille caquiste. Le leadership de François Legault est remis en question. J'invite donc le premier ministre à réfléchir sérieusement. Mais le premier ministre s'accroche et mise sur des thèmes familiers. Il faut libérer le Québec de cette camisole de force bureaucratique. La laïcité. L'immigration. Devenir québécois, c'est un privilège. C'est pas un droit. Promesse phare de la dernière campagne, Mark Carney annonce ses premiers projets d'intérêt national. Nous allons bâtir de grandes choses pour les Canadiens et Canadiennes. Grands chantiers, grands investissements aussi, en logement et en défense. Nous allons devenir plus indépendants. Will you talk about ending the trade war? En quête d'une entente, le premier ministre se rend à la Maison-Blanche. You are a transformative president. The people of Canada, they will love us again. La vérité, c'est que le premier ministre revient les mains vides. GM, Packard, Stellantis, le secteur de l'automobile canadien est durement frappé. Let's start hitting the U.S. back hard. Let's impose tariffs on. Doug Ford tente de faire pression. America's jobs and growth are at stake.
Mais la publicité ontarienne donne des résultats catastrophiques. Donald Trump rompt les négociations. I'm not going to be meeting with them for a while, no. On était près d'un accord. Ensuite, il y avait les publicités. À Québec, les discussions avec les médecins sont dans l'impasse. On ne négocie pas à armes égales. Le gouvernement y va d'un ultimatum. On va déposer un projet de loi. C'est un gouvernement soviétique. Pour le ministre Lionel Carman, c'est la goutte de trop. J'ai pris la décision déchirante de quitter mes fonctions de ministre. En Ontario, Doug Ford, lui, passe en mode recrutement. Come by, call me on my cell phone. Ben, écoutez, c'est un manque total de jugement de la part de Doug Ford. Et finalement, une entente à la dernière minute. Gagnant pour les médecins, gagnant pour le gouvernement. Man of the moment. Après plus d'1 an, Ottawa présente son premier budget. Des investissements générationnels. Générationnel, considérable et qui creuse le déficit. Au nom des Canadiens, qui paient déjà trop cher. Une critique éclipsée le jour même par le départ de Chris D'Entremont. Automne difficile pour Pierre Poilievre. Many of the scandals of the Trudeau era should have been involved jail time. Qui perd en tout 3 députés, dont un la veille du congé des fêtes. Wow, such a big welcome. Thank you. Faut qu'on se parle. Automne difficile aussi à Québec pour Pablo Rodriguez. J'ai démis Mme Marois de ses fonctions de chef parlementaire. Pour le moment, je n'ai pas de commentaires. L'expulsion de Marois Risky secoue le PLQ. Je n'ai rien à cacher. Rien à cacher. La crise politique devient l'enquête criminelle. Tout au cours de ma vie, je me suis non seulement battu, mais j'ai gagné à chaque fois et je vais le faire encore. Le pari de Mark Carney avec l'Alberta. S'il y aura un oléoduc, il faut avoir une combinaison avec des grandes initiatives environnementales. Hi, Prime Minister. Moi, je ne peux pas accepter ça. Lui cause une première démission. C'est un peu ce sentiment-là d'abandonner des gens. Moi, Mark Miller. Questionné sur le déclin du français au jour 1 de son mandat, son successeur suscite la controverse. Comme Québécois, je suis assez tanné de ce débat qui est généralement identitaire. Mark Miller, là, c'est une honte pour tous les Québécois après avoir dit des conneries comme ça. Le gars a travaillé très fort contre le Québec dans plusieurs dossiers. Des échanges chargés dans un monde politique de plus en plus polarisé, 2026 s'annonce tout aussi mouvementé. Alors, c'était les événements marquants des derniers mois tels que retenus par notre équipe. Voyons voir se compenser mes collaborateurs. Je commence avec vous, Chantal, événements marquants des 6 derniers mois. Oui, et donc j'ai fait un calcul de calendrier qui m'a dit que 6 mois, ça ne couvre pas le mois d'avril qui était l'élection fédérale. J'ai fait le même calcul. On s'entend immédiatement là-dessus. Et donc, j'ai choisi quelque chose qui n'est pas arrivé, c'est-à-dire l'échec de Mark Carney à réussir à stabiliser la relation canado-américaine. Pourquoi? Et j'ajoute que je comprends les raisons pour lesquelles c'est arrivé, mais ce qui s'en dégage, c'est clairement l'impression que Mark Carney lui-même pensait que ce serait plus simple. Ouais. Et qu'il arriverait rapidement à trouver qu'en fait, c'était un peu une question d'atome crochu. On le sait, M. Trump n'aimait plus du tout Justin Trudeau. Non. Et donc, on a une meilleure relation avec M. Carney, visiblement. Puis qu'en plus, Mark Carney, qui vient du milieu des affaires, doit se dire, comme la plupart des êtres humains qui gèrent des choses dans la vie, que quand est-ce qu'un partenaire commercial veut se faire mal pour nous faire mal? Donc, ça allait se régler, c'est pas arrivé. Et c'est l'événement marquant des 6 derniers mois parce que les résultats sont quand même là. Ouais. C'est pas encore la catastrophe, mais ça permet néanmoins à M. Carney, de façon opportuniste, parce qu'une crise, ça donne des opportunités, de surfer là-dessus pour faire des changements qui sont peut-être beaucoup plus draconiens dans la façon de gouverner à Ottawa que ce qui aurait été le cas s'il avait réussi à régler. Ça lui a permis de gagner la campagne électorale, vraisemblablement, en partie. Puis là, effectivement, les changements qu'il impose. À cause des multiples échéanciers au cours des 6 derniers mois qu'il a présentés, on va régler peut-être pour le G7, on va régler le 21 juillet, on va régler au mois d'août. Moi, ça me dit qu'il croyait que ce serait possible.
qu'il ne faisait pas juste dire ça pour gagner les élections et qu'il y a eu un choc brutal avec la réalité de Donald Trump. Il y en a moins d'échéanciers maintenant. En tout cas, il y en évoque moins, Alec, que le vôtre. J'ai choisi l'entente sur l'énergie entre Ottawa et l'Alberta, qui a donné toute une séquence d'événements en cascade, le départ de Stephen Guilbeault du cabinet, l'arrivée de Mark Miller, la chicane avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Et tout ça est un révélateur de plein de monde. C'est un révélateur de la personnalité de Paul Saint-Pierre Plamondon, de celle de Mark Miller, de Stephen Guilbeault, qui, là, à un moment donné, c'était juste trop pour lui. Mais c'est aussi révélateur de Mark Carney, le banquier qui décide seul, qui consulte peu son caucus et peu ses ministres aussi. Petit groupe, très petit groupe qui décide de faire une entente de cette taille-là, qui a pris bien des gens par surprise. Stephen Guilbeault n'étant pas le seul à avoir été pris par surprise par cette entente-là. Donc, je trouve que c'est le genre de séquence qui nous révèle beaucoup sur plusieurs politiciens et qui peut avoir un effet avant-après. Maintenant, je pense que le grand géant vert, Mark Carney, c'est terminé. Les gens peuvent être d'accord avec lui, mais il ne peut plus prétendre être celui qui est à la défense de l'environnement, la lutte au changement climatique. Donc, je trouve que cette entente-là, qui ne va pas nécessairement donner un pipeline, on s'entend, mais juste cette entente-là pourrait avoir séparé les eaux là, dans le mandat de Et sur la façon dont il a géré ça, parce que c'est le banquier qui a toujours dit « je suis pas un politicien », on le voit beaucoup là-dedans. Qui aime faire des deals, puis parfois les répercussions politiques sont mal calculées. Effectivement, c'est pas la seule fois, mais celle-là, c'est très, très marqué. Michel, la vôtre, votre événement marquant? Moi, c'est au Québec. C'était quelque chose qui avait déjà commencé avant les 6 derniers mois, mais c'est la descente aux enfers de la coalition Avenir Québec, du gouvernement de M. Legault. Qui ne s'est pas freiné. Qui ne s'est pas freiné, qui s'est accentué. Et là, M. Legault a beau crâner, dire je l'ai faite, la marche dans la neige, puis je continue. Faudra voir si l'élection est dans un an, si il sera quand même là dans un an, parce que c'est rare que quelqu'un veut aller dans ce qui semble être l'échafaud là, de façon très claire. Il reste encore de la neige. Il reste encore de la neige. Il peut aller marcher dans le sable. Cette année, il va y en avoir longtemps. Oui, c'est ça. Il peut aller marcher dans le sable. C'est ça, la marche. Le terrain, ça importe peu, c'est la marche qui compte. Leçon politique de 2025, Alec, votre leçon? Ce n'est pas parce qu'on est un chef extra-parlementaire qu'on ne doit pas être plus au courant de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que je parle évidemment de Pablo Rodriguez. Tout ce qui s'est passé avec Marois Risky, sa chef de cabinet Geneviève Hintz. Écoutez, ce n'est pas normal que Pablo Rodriguez parle à ces deux femmes-là seulement aux 2 ou 3 jours, parce que c'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas très au courant, ils réglaient ça entre eux, je leur parle aux 2-3 jours. Ce n'est pas normal. Non. Ça devrait être une relation à tous les jours. C'est parce que le cœur du caucus et donc de ton parti le plus visible pour les médias, mais aussi pour la population, ça se passe à l'Assemblée nationale. Donc, tu peux pas dire, moi, je fais les tournées de région, puis je vais une fois par semaine à Québec, puis j'espère que tout se passe bien. Clairement, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas à l'Assemblée nationale. Peut-être que les deux ont leur tort. Je ne connais pas les détails de l'histoire entre Geneviève Hintz et Marois Risky, mais c'est le travail de Pablo Rodriguez de savoir ces détails-là. Pour que la bombe n'explose pas. Et il ne l'a pas fait, et donc je pense que c'est une bonne leçon. Et donc, la bombe a explosé. Elle a explosé. Oui, et elle explose encore des semaines plus tard. C'est ça, oui. Voilà. Alors, bon, manquer de surveillance un peu là-dessus. Appelons ça, gérer une lune de miel qui n'a pas été très, très longue pour M. Rodriguez. Lune de miel aussi de votre côté. Parlant de lune de miel, oui. Les lunes de miel ne durent pas longtemps. Non. Demandez-le à M. Carney. Là, bien sûr, là, la crise s'accentue avec la démission de Stephen Guilbeault, tout ça. Mais il ne faut pas oublier, il fut un temps qui n'est pas si lointain où M. Carney était le politicien le plus populaire au Québec. C'est vraiment plus le cas. Et les lunes de miel, ça ne dure pas nécessairement longtemps. Puis si on veut que ça dure plus longtemps, il faut en prendre soin. Chantal? Évidemment, il est plus populaire que la personne qui nous a appris une leçon qui est encore valable pour d'autres en 2026, c'est-à-dire il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais d'autre part, des fois, l'ours, comme il est encore vivant, il peut encore faire des dégâts. Et là, je vous parle de Pierre Poilievre. C'est pas... Quand on perd en politique, de dire « j'ai eu des bien meilleurs résultats qu'à peu près n'importe qui et Stephen Harper, à ma place, aurait gagné une majorité avec le même score », ça donne rien. Tu es encore assis dans l'opposition. On avait demandé à Pauline Marois, l'année où Jean Charest est devenu minoritaire, est-ce que c'est pas une victoire morale pour le Parti québécois? Et sa réponse avait été, je ne l'ai jamais oublié, monsieur, moi, j'ai siégé dans l'opposition au gouvernement. Je connais la différence. Quand on est dans l'opposition, il n'y a pas de victoire morale là-dedans. Et là, M. Poilievre le découvre. C'est vrai que Mark Carney n'est pas le politicien le plus populaire au Québec actuellement.
quoique il n'y a pas beaucoup de monde qui ont terriblement la cote, mais il est immensément plus populaire que son principal adversaire et est la seule personne dans le moment qui peut aspirer à le remplacer. D'un sondage à l'autre, là, c'est de 15 à 20 points d'avance sur meilleur premier ministre pour Mark Carney. Est-ce que Pierre Poilievre, à cette date-ci, l'an dernier, là, il vivait ses derniers jours comme premier ministre en attente? Ouais. Mais depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu un sondage qui a montré que les gens disaient « Oh, on n'avait pas découvert toutes ses qualités. » Oui. Il est possible que le 41 des conservateurs ait été fait en dépit de Pierre Poilievre et non pas grâce à Pierre Poilievre. C'est possible aussi, oui, effectivement. Parce qu'on regarde actuellement les sondages, les libéraux et les conservateurs sont au coude à coude, mais Pierre Poilievre est tellement en retard sur l'appréciation des gens, 20-30 points d'écart sur Mark Carney, tu peux pas te dire autre chose que peut-être que si c'était pas lui, il serait en avance dans les sondages. Ouais. Oui, un autre chef conservateur, peut-être avec des coudes moins pointus, et qui aurait plus un discours. Là, je vais prendre des exemples. Aaron O'Toole, Jason Kenney, deux personnes, anciens chefs, anciens premiers ministres de l'Alberta, que moi je suis sur les médias sociaux. Souvent, leurs commentaires sont constructifs, ça ne les empêche pas d'être conservateurs, mais ils trouvent une façon de faire passer leur message sans avoir la bave aux lèvres. Et probablement que quelqu'un de ce genre-là, plus centré sur les politiques publiques et moins sur la politique partisane, aurait des meilleurs résultats, certainement comme premier ministre, parce que Mark Carney, là, il n'y a pas de lien affectif entre Mark Carney et les électeurs. Non. Ça n'existe pas. Non. C'était l'homme de la solution dont on avait besoin à ce moment-là. Mais c'est certain que M. Poilievre est polarisant. Il était polarisant avant, puis il le demeure encore aujourd'hui. Et ça explique probablement une partie des chiffres dont vous parliez. Bon, ça nous amène à l'erreur politique, ça, Michel. L'erreur politique des 6 derniers mois. Le projet de Constitution québécoise, qui devait être la loi des lois, qui allait nous unir, qui allait faire remonter la CAQ parce que tout le monde trouverait ça tellement beau. Et les audiences de la commission parlementaire ont commencé. Il n'y a personne qui appuie le projet jusqu'à maintenant. Ça. Alors, et le ministre se cabre et dit non. Vous dites qu'il ne faut pas mettre l'avortement dedans. Oui, il faut le mettre. Il est tout seul à dire ça. Mais ce projet-là a un aspect complètement liberticide et dangereux. C'est-à-dire, à partir du moment où vous recevez de l'argent public, vous ne pouvez pas aller en cours contre le gouvernement. C'est totalitaire, ça n'a pas de bon sens. Il y a des éléments, puis on le voit dans les premiers témoignages en commission parlementaire. Puis les droits collectifs qui valent aussi cher ou plus que les droits individuels, à quoi ça sert d'avoir des chartes des droits qui sont faites pour protéger les minorités? Cela dit, bienvenue dans le club. J'ai jamais vu un projet constitutionnel qui nous a réunis. C'est difficile. OK. Quand on le met comme ça, effectivement, ça met les choses en perspective. Si on voulait être rassembleur, c'est pas la meilleure option. C'est pas la voie. En tout cas, mon expérience, ça n'a pas été positive. Votre erreur politique, Chantal? La décision du gouvernement Legault de faire passer son bilan en santé sur le dos des médecins. Je ne sais pas dans quel calcul. C'est le genre de calcul qu'on peut faire. J'en ai couvert des gouvernements qui avaient décidé d'affronter les médecins sur des sujets, mais c'était des gouvernements qui venaient d'être élus et qui avaient du capital politique. Qui n'étaient pas en fin de mandat, là. Ouais. Mais d'autre part, il y a beaucoup de vices de forme dans l'approche du gouvernement. Sur le terrain, ça ne se traduira pas. Il n'y a plus personne qui croit ça, que ça va se traduire. Si tout le monde disait oui là, à ce qui est sur la table, ça va aller mieux pour tout le monde. Il n'y a plus personne qui croit ça. Et le gouvernement, en chemin pour cette loi-là, a tassé ses propres experts. Non, c'est par là que ça va passer. Ça rappelle l'avortement, la Constitution. Il y a comme un style. Là. C'est moi qui sais où je m'en vais, puis ceux qui me suivent pas, ils n'ont rien compris. Mais ça, c'était une erreur politique qui a réussi à rendre les médecins, ma foi, beaucoup plus populaires dans l'opinion publique que ce qu'on voit naturellement. Donc, mal réfléchi. Puis, à la fin, ça ne sauvera pas le gouvernement du jugement de l'électeur sur la santé. Pas en apparence présentement, effectivement. Alec, la vôtre? Erreur politique, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans sa réaction à l'arrivée de Mark Miller. Bon, on n'a pas besoin de refaire tout le cheminement, c'est assez frais, tout le monde s'en souvient.
Mais acte de contrition 5 jours plus tard, alors qu'il aurait pu remettre le couvercle sur la marmite en moins de 24 heures en disant, écoutez, mes propos ont dépassé ma pensée. Mais là, on sent... L'acte de contrition un peu sur le bout des lèvres aussi. Oui, mais là, c'est ça un peu, c'est pas dans les habitudes de la maison, les actes de contrition. C'est que c'est un plaideur à la base. C'est quelqu'un qui est un avocat et qui veut gagner. Il veut avoir raison. Mais le ring de l'opinion publique, c'est pas une cour de justice. Tu peux pas essayer de trouver un nouvel angle, puis essayer de plaider plus ton point, puis convaincre quelqu'un. Des fois, c'est juste une erreur. Tu t'es trompé dans la manière dont tu t'es exprimé ou tu es allé trop loin. Au lieu d'essayer de gagner ton point, fais juste reculer. Tu vas le gagner en reculant. 5 jours plus tard, le mal est fait. Puis le mal est fait dans une clientèle péquiste qui, là, se pose des questions depuis maintenant quelques jours. La communauté artistique, effectivement. Puis même d'autres souverainistes qui se demandent, est-ce que c'est ce ton-là que moi je veux pour bâtir un pays? Même si je suis pas un artiste. Il y en a qui se posent la question. Je reste avec vous, Alec. Oui. Surprise politique. Je vais pas m'étendre parce que j'avais la même réflexion que Chantal sur le fait qu'on n'a toujours pas d'entente avec les États-Unis. Et à un moment donné, on savait ce président américain-là très imprévisible. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à rompre des négociations parce qu'une publicité n'était pas son affaire. Publicité qu'il avait vue et qu'il avait trouvé de bonne guerre 2 jours plus tôt. Ça montre à quel point c'est imprévisible. On a bien fait d'arrêter de donner des échéanciers. Puis moi, honnêtement, je ne pense pas qu'il va y avoir d'entente intérimaire avant la renégociation de la COM. Je serais très étonné. Je pense qu'on s'en va pour la grosse game là, à partir de l'été prochain. Et ça va être compliqué. Oui, effectivement. Surprise, Michel, la vôtre? La nomination de Bernard Drinville comme ministre de l'Environnement. On devait savoir ce qu'il avait déjà dit, M. Drinville. Lâchez-moi avec les GES, M. Troisième lien. À moins que le gouvernement ait eu dans ses cartons, et on peut penser qu'il l'avait, de vouloir jeter aux poubelles une bonne partie des politiques environnementales de ses prédécesseurs, c'était vraiment pas la bonne chose. Puis, d'autre part, M. Drinville a l'air de s'ennuyer là, comme la pluie. Mais ça n'a pas l'air d'être le truc Non. Ça lui plaît pas tant. Chantal, votre surprise politique? Oui, mais au moins, Bernard Drinville, on savait qu'il y avait un petit côté pas si vert que ça. Mais Mark Carney, lui, a gagné aussi en partie parce que l'aile climatique du Parti libéral s'est portée garante. Stephen Guilbeault, Gerald Butts, l'ancienne adjointe de Justin Trudeau, Catherine McKenna. Tous ces gens-là ont dit sur la foi des écrits de M. Carney, il a des convictions et une réflexion intéressante sur la réconciliation entre le climat et l'économie. Ce n'est pas ce qu'on voit, quoi qu'ils disent. Et Stephen Guilbeault n'est pas parti à cause d'un pipeline qu'on verra peut-être jamais. Il est parti parce qu'il y a des reculs réels dans la politique climatique canadienne qui font partie de cette entente avec l'Alberta et qui n'ont pas été... On n'a pas offert en échange quelque chose qui va remplacer des choses qui marchaient. Et je pense qu'il n'y a personne qui avait imaginé que Mark Carney appliquerait le programme de Pierre Poilievre au niveau climatique. Mais à un moment donné, dans un panel, j'ai dit Stephen Harper aurait pu signer l'entente avec l'Alberta et on m'a fait dire que Stephen Harper faisait dire que j'avais raison. Bon, ça en dit beaucoup, effectivement. C'est un très beau résumé des derniers mois en politique, effectivement. Après la pause, on va s'attarder davantage à la performance de nos élus à Québec et à Ottawa, les bonnes performances, les moins bonnes. On verra ce que ça donne dans quelques minutes. À tout de suite. À ce moment-ci, on se penche sur les acteurs derrière les moments. Que voudront-ils célébrer? Que voudront-ils oublier cette année? Je commence avec vous, Alec. Meilleure performance d'un politicien Québec-Ottawa? J'avais quelques suggestions dans ma tête. À Québec, je trouve qu'il y en a qui ont quand même bien performé. Sonia Lebel, Jean Boulet, Christine Fréchette ont eu des bons automnes, je trouve, alors que d'autres ministres ont eu beaucoup de difficultés. Je voulais aller du côté d'Ottawa. Ça, c'était plus compliqué un peu. J'ai arrêté mon choix sur Stephen Guilbeault. Je pense qu'il a réussi sa sortie du cabinet. Je pense qu'il doit faire attention pour ne pas trop étirer l'élastique. Ça, c'est son défi. Disons qu'il y a un long service après-vente sur ses inconforts par rapport au plan environnemental de Mark Carney. Mais je pense qu'il a bien réussi sa sortie. Pourquoi? Parce que au Canada, on a une ligne de parti très rigide, beaucoup plus rigide qu'en Grande-Bretagne, où c'est assez commun d'avoir des députés qui ne sont pas d'accord avec leur gouvernement, pas au Conseil des ministres, bien sûr, mais des députés. Puis c'est toléré pour avoir une certaine capacité de débat, de dissension. Au Canada, on est très, très, très rigide. Il ne faut jamais personne parle contre la moindre politique. Je trouve que trouver un bon équilibre entre « je ne suis pas d'accord avec ça »,
mais je voterai quand même pour Mark Carney. Je suis libéral, je voterai surtout pas pour Pierre Poilievre. Il a bien fait la distinction et il s'est bien expliqué. Maintenant, ses collègues vont pas le laisser comme ça continuellement parler contre eux, mais je pense que la partie quitter le cabinet, et pas le caucus, a été bien expliqué. Et mercredi matin, c'était drôle, rencontre du caucus, le premier ministre a fait un petit détour alors que M. Guilbeault était devant les caméras pour venir le prendre par l'épaule devant tout démonstration le monde. d'affection. Alors, clairement, la sortie est quand même relativement réussie dans les circonstances, avec un élastique qui est pas mal arrivé au bout. Oui, je pense qu'il est. Je suis arrivé à la même place parce que des gens qui démissionnent par principe, on n'en a pas vu beaucoup au fil des années. Mais cette démission-ci, ce qui a suivi, c'est quand même sans précédent aussi. Alors, peut-être que Mark Carney n'est pas un politicien normal, mais des gens des époques précédentes disent comment ça qu'il est encore en train de faire des entrevues puis qu'on ne l'a pas encore exclu du caucus. La vérité, c'est qu'il y a une partie du caucus libéral qui ne veut pas que Stephen Guilbeault quitte. Et donc, ça reflète aussi un sentiment au sein de ce caucus-là. Mais quand même, donc, Stephen Guilbeault avec une petite étoile quand même à Mark Carney qui semble tolérer beaucoup plus d'indépendance qu'à peu près tout le monde depuis Brian Mulroney. Qui a un peu de flexibilité, effectivement. Oui, mais Brian Mulroney faisait ça. Oui. Puis après ça, ça a disparu complètement. On est tombé dans le régime tu crois au maire. Oui, c'est ça. Là, on semble être un peu ailleurs. Michel, vous, meilleure performance, vous allez dans le monde municipal. Oui, je suis allé dans le monde municipal parce qu'on y paye des impôts aussi. Oui, quand même. Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, et Stéphane Boyer, le maire de Laval, qui ont décidé, par exemple, de se mettre ensemble pour faire des appels d'offres. Mme Fournier qui a dit un poteau de lumière de signalisation, là, un rouge, jaune, vert, là, ça coûte 1 million. Ça n'a aucun sens que ça coûte. Et c'est vrai que ça n'a aucun sens que ça coûte 1 million. Ouais. Là, il y a des gens qui, au lieu de se contenter de gérer la ville, ont dit on va changer la ville, changer les façons de faire des gouvernements municipaux. Moi, je trouve que c'est une tendance prometteuse. Alors, je leur donne la meilleure performance de l'année. Oui, puis effectivement, il y a du travail à faire là-dessus parce que c'est cher. C'est cher du poteau, Émilie. C'est cher du poteau. Je reste avec vous, Michel, le politicien qui a échoué. Christian Dubé, qui a été un bon ministre de la Santé pendant la majeure partie de son mandat, mais qui a échoué dans les négociations avec les médecins, probablement parce que c'était mission impossible. Mais il a été là depuis la pandémie, 6 ou 7 ans, et voir cette fin de carrière-là comme ça, c'est quand même... c'est dommage. Il est disparu un peu de l'espace public aussi. On le voit beaucoup moins dans ce dossier-là. On le voit pas parce qu'il négocie plus. Et quand le premier ministre décide, tasse-toi, ministre de la Santé, c'est moi qui vais négocier avec les médecins, ça veut dire quelque chose. Alors, c'est tout à fait le politicien qui, cette année, a eu plus de misère. Chantal? J'ai choisi Pierre Poilievre parce que, normalement, le chef de l'opposition ne réussit pas à faire baisser sa cote pendant les 6-7 premiers mois d'un gouvernement qui a des difficultés, et il y a eu des difficultés. M. Poilievre, j'ai vu des chiffres, en particulier au Québec. J'ai vu des chiffres la semaine dernière dans un sondage. Il était à 13 comme meilleur premier ministre. 13 c'est comme dans la marge d'erreur d'un sondage. Et le problème de M. Poilievre, c'est que de plus en plus, il choisit des batailles qu'il ne peut pas gagner au Québec s'il les gagne au Canada. Je vous donne un exemple. Le Bloc a remporté une victoire avec l'élimination de l'exemption religieuse dans projet de loi, la loi sur le discours haineux. Le Parti conservateur a battu les tambours là-dessus en anglais en disant c'est terrible, la liberté de religion est attaquée, etc. Peut-être pas remarqué que la communauté juive, les dirigeants de la communauté juive étaient en faveur de cette mesure-là. Et le Parti conservateur, d'habitude, c'est un allié... Il est assez au diapason, oui, c'est ça. Mais en anglais, il a fait ça. Rien en français. Pourquoi? Parce qu'en français, le consensus dépasse largement le Parti libéral ou même le Bloc sur cette question-là. Mais ça va devenir de plus en plus compliqué de dire une chose en anglais, mais de ne pas pouvoir la dire en français. J'ai comme l'intuition que s'il y a une grosse délégation du Québec au moment du vote au leadership, il ne faudrait pas que M. Poilievre s'attende à ce que beaucoup des votes de ces gens-là aillent dans la direction de « on veut te garder ». Ouais. C'est dangereux d'avoir un double discours en français et en anglais parce que demander à d'autres, ça rattrape souvent.
Ah, c'est M. Mulcair qui avait eu les points. Et d'ailleurs, comme il trouvait que nos maires étaient incompétents, là, l'incompétent à Québec a été réélu. Oui, c'est ça. Et à Montréal, on s'imagine qu'une ancienne députée libérale qui serait devenue maire ne sera pas plus compétente à ses yeux. Alors, au Québec, là, c'est raté. Et je ne crois pas qu'on peut revenir sur l'impression que les gens s'en sont fait. Rebâtir compliqué, Alec. Le politicien qui a échoué, Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration. Tout ce qu'on entend depuis maintenant quelques semaines, c'est comment on peut couper l'aide sociale aux demandeurs d'asile, leur couper l'aide au logement, leur couper l'aide juridique, leur couper des cours de français. La prochaine, ça va être qu'on va leur couper l'électricité. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a comme pas de bon sens, à quel point ça manque de cœur et à quel point c'est déconnecté de la réalité. Les demandeurs d'asile ne choisissent pas le Québec parce qu'il est trop attractif. Ils choisissent de venir au Canada parce qu'ils fuient une situation dangereuse. Et ça donne que le Québec a l'un des aéroports les plus achalandés au Canada, qui est l'aéroport Trudeau. Et c'est pour ça qu'ils débarquent ici et à Toronto. Ils débarquent à Toronto aussi. Oui, à Toronto, c'est ça. passant. Le chemin Roxham, là, c'est plus là que ça arrive dans les aéroports. Et donc, cette espèce de mauvaise lecture de la situation. Et il y a cette tendance que beaucoup de ministres ont commencé à adopter à Québec, où on parle au nom des Québécois. Les Québécois veulent que. Les Québécois pensent que. Les Québécois pensent qu'en environnement, on devrait faire ci. À 16 Les Québécois, là, ils pensent pas que tu dois couper l'aide sociale aux demandeurs d'asile qui font 650$ par mois parce qu'ils vont se retrouver dans la rue comme itinérants. Puis les Québécois, ils trouvent qu'il y a trop d'itinérants. Fait qu'à un moment donné, il faut que ton discours soit cohérent. Puis là, actuellement, c'est juste un discours populiste et négatif envers les demandeurs d'asile. Puis je pense que c'est pas ça qui devrait être son rôle. OK. Jean-François Roberge. Donc, on finit sur bonne note quand même. Révélation de l'année. Chantal, votre révélation de l'année. Note, oui. Bon, alors, vous n'avez pas ma réponse parce que j'ai cherché et cherché et cherché. On a eu une élection... cherche encore! Non, on a eu une élection fédérale. Il y a des nouveaux ministres. Tu sais, les nouveaux députés d'opposition, on a moins de temps de les voir en action pendant les premiers mois. Mais puis la réponse, c'est j'ai pas de réponse. Pas de révélation. Pas de révélation pour moi cette année. Peut-être au mois de juin. Je vais vous donner un autre 6 mois. Il va y avoir un remaniement peut-être. Mais j'ai eu le même problème que Chantal. Je regardais en disant, bon, on a une élection fédérale, on a plein de nouveaux venus, on a une élection partielle au Québec, bon. Et j'ai trouvé aucune révélation. Tous les nouveaux ministres mis en place par Mark Carney, là, Tim Hutchinson, Julie Dabrozen, Lena Diab, soit on les voit pas, soit on leur permet pas de parler, ou les deux. Ou on leur permet. Non, mais il n'y a rien de convaincant qui sort. Les seuls ministres qui performent à Ottawa, ce sont ceux qui étaient déjà dans le cabinet Trudeau, là, les Mélanie Joly, les François-Philippe Champagne, les David McGuinty. Dominique Leblanc. Dominique Leblanc. Eux performent bien, mais ils sont déjà là. Tous les nouveaux qu'on a mis en place ne servent à rien ou alors on les entend pas. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le fonctionnement de ce cabinet-là. Peut-être que Joël Lightbound sera notre révélation en juin, maintenant qu'il est le nouveau lieutenant du Québec. On ne l'a pas beaucoup entendu. Non. Alors, tous les espoirs sont sur Joël Lightbound pour le mois de juin. Alors, on verra bien. Bon, Joël Lightbound, si vous avez entendu, on mise sur vous, là, semble-t-il. Michel, avez-vous un problème ou vous nous avez trouvé une révélation? J'ai pas vraiment trouvé de révélation. Écoutez, c'est la première... Et je vous jure qu'on ne s'est pas concerté. Non, là. c'est vrai. C'est la première fois que ça nous arrive, mais c'est pas une année à révélation. En blague, j'allais dire, mon Dieu, le retour de l'UPAC. Mais c'est pas une grosse révélation, ça non plus. Non. C'est pas une année à révélation, c'est tout. Voilà. Vous avez un panel unanime sur cette question. Bon, OK, ben... Je ne pas. Voyons voir si... Il va y en avoir, des révélations. Il y aura un nouveau conseil des ministres à Ottawa, peut-être. En tout cas, il y a des rumeurs. Ah oui, de remaniement. Bon, peut-être. Peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, peut-être au mois de juin. Ça arrive vite, une révélation, parfois. Avant notre prochaine. Oui. Oui, avant qu'on se retrouve de nouveau. D'accord. Bon, alors, voyons voir. Ça, c'est le retour sur l'automne. On va se tourner maintenant vers l'avenir. Quel dossier devrait être sur notre radar en 2026? Qui devrait-on surveiller? Qu'est-ce qui pourrait avoir un impact concret dans notre quotidien? On regarde ça dans quelques instants. À tout de suite. Guerre commerciale, renégociation de la CEUM, changement de garde à Québec, de nouveaux leaders à Ottawa. Quel sera l'impact de tout cela? Qu'est-ce qu'on devrait surveiller plus attentivement au cours des premiers mois de 2026? Je commence avec vous, Michel. Dossier ou l'enjeu qui devrait retenir notre attention? Pourquoi?
Il le retient déjà, mais je ne serai pas particulièrement sagace, comme dit Chantal souvent. Les négociations commerciales avec les États-Unis, pour deux raisons. La première, c'est évidemment que ça nous touche au Canada, que ça peut nous faire mal, on le sait. La deuxième, c'est que les États-Unis s'en vont rapidement vers une récession. Ça va nous toucher aussi, mais quel va être l'effet de ça sur les négociations commerciales, sur M. Trump, sur les mandats qu'il va donner aux négociateurs? Parce que tous les indicateurs disent qu'on s'en va vers une récession aux États-Unis. Ça peut être très sérieux comme effet sur le Canada, ça aussi. Oui. Sur M. Trump, ça va déjà pas bien. Là. Ces chiffres ne sont pas particulièrement... C'est qu'à force de perdre des élections dans des fiefs comme Miami, à un moment donné, il y a des conseillers qui vont lui dire peut-être que ça ne fonctionne pas, la direction que tu as prise. Puis là, que ça va influencer les négociations. Pas ces conseillers. Ou les membres du Congrès qui vont découvrir que leur pain n'est plus beurré à la bonne place. Sur le même côté de la toast que quand se faire appuyer par Donald Trump. Peut-être que la stratégie canadienne d'avoir attendu va finir par être payante plutôt que de se précipiter à si on n'est pas nous autres dans une récession provoquée par la récession américaine. Ou dans une élection. Le problème, c'est ça. Le problème de savoir si la stratégie fonctionne, c'est qu'il faut attendre. Puis il y a des gens qui ont pas tellement de patience. On sait si la stratégie fonctionne après, en général. Alors, c'est ça le problème des stratégies. Chantal, votre dossier à vous. Le leadership politique Canada-Québec. À partir du mois d'avril, le leadership fédéral va s'être stabilisé. C'est-à-dire qu'on va savoir où en est Pierre Poilievre. Est-il encore là? Ou peut-être qu'on va être dans une course au leadership. Et les néo-démocrates vont avoir un chef, vont avoir choisi un chef. Donc, peut-être appris le français, sait-on jamais? Oui, il y a du travail à faire pour le temps des fêtes là-dessus. Et en même temps, la prochaine fois qu'on va faire cet exercice-là, on va être à la veille de la campagne électorale au Québec. Et là, point d'interrogation, est-ce que vraiment Pablo Rodriguez et François Legault, c'est quand même exceptionnel de dire ça dans la même phrase à moins d'un an d'une élection, est-ce qu'ils vont être encore là? Et s'ils ne sont plus là, qui les aura remplacés? Parce que la dynamique québécoise, la dynamique électorale, il n'y a rien qui dit que ce qu'elle est aujourd'hui ne peut pas changer. Ça s'est passé en Ontario quand Doug Ford a remplacé 2 mois d'une élection. Patrick Brown. Puis, bon, on a vécu l'année qu'on a vécue au fédéral. Oui. Avec Trudeau. Il y a un an, c'était un autre premier ministre. Très exactement. C'était une autre conversation électorale complètement. Alors, la question, c'est, dans 6 mois, de quelle façon est-ce que le leadership politique au Québec va avoir évolué ou pas? Intéressant. C'est fou comment le marqueur là-dessus, il me semble qu'il y a été un bout de temps où on se disait ça prend 1 an et demi, 2 ans avant le temps de se trouver un nouveau chef. Puis là, on peut faire ça en 3-4 mois, puis ça a l'air que ça fonctionne. Alec, votre dossier, votre enjeu qu'on surveille, vous? J'avais aussi le dossier de la renégociation de la CA, mais je dirais qu'en parallèle de ça, moi, je suis beaucoup le domaine militaire. Faudra prendre une décision sur les avions de chasse un jour. Hein? C'était supposé être avant la fin de l'automne. Oui, à un moment donné, c'était septembre, puis c'était octobre, puis c'était novembre, puis là, on est rendu peut-être en janvier. Il y a des raisons pour ça. C'est qu'il y a bien des gens à l'intérieur du gouvernement qui veulent qu'on achète moins d'avions F-35. Inévitablement, ça déplairait à Donald Trump, avec qui on essaie de négocier quelque chose. On a d'autres aviateurs dans le monde, Saab pour le pas les nommer, qui sont très intéressés à venir faire le Gripen ici. On l'a vu, oui. On a des partenaires comme Bombardier qui sont intéressés. Il y a beaucoup de choses qui se trament autour des avions de chasse parce qu'il y a un symbole, évidemment, politique autour des avions de chasse. C'est pas juste de la quincaillerie militaire. Est-ce que le Canada pourrait avoir une double flotte? Quel type d'investissement on fait? Surveiller ça du coin de l'œil, ça pourrait être fort divertissant cet hiver, le choix de l'avion de chasse canadien. On surveille. C'est dur d'obtenir des... On ne sait pas dans quelle direction ils vont. C'est toujours un peu complexe. Parce qu'il y a autant de politique, c'est ça qui fait que c'est compliqué aussi. C'est pas juste un achat comme les autres des avions de chasse. Pas, quand on ne sait pas ce qu'ils vont faire, c'est souvent parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Ça va, tu sais, comme... Exact. Je reste avec vous, Alec. Coin du monde ou un événement international qu'on devrait surveiller au cours des prochains mois. C'est dur de se détacher des États-Unis parce qu'évidemment, on a un lien très fort avec les États-Unis. Je suis allé voir un petit peu ailleurs. Il y a des élections qui sont prévues en Israël en 2026, automne 2026. Ça pourrait arriver avant parce qu'Israël est quand même abonné aux campagnes électorales hâtives. Nous, on regarde ça de loin, tout ce qui s'est passé à Gaza, Israël, etc., avec évidemment l'écho des communautés ici. Mais Benjamin Netanyahou est très, très impopulaire en Israël. Il se maintient au pouvoir grâce à sa coalition avec le parti d'extrême droite. Si on va en élection, il pourrait perdre.
Qu'est-ce que ça veut dire pour le plan de paix, je le dis entre guillemets, plan de paix de Donald Trump? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses au Moyen-Orient? Parce qu'Israël a été très agressif dans les derniers mois, dernières années avec ses voisins, avec les frappes, les bombardements. Alors, c'est à suivre. Qu'est-ce qui va se passer avec la situation politique en Israël? Peut-être dans la deuxième moitié de 2026, mais il faudra suivre ça. Possiblement, oui. Mais peut-être avant. C'est pour ça que j'en parle maintenant, ça pourrait être avant. Non, un excellent point. Michel, c'est bon? La Russie. On est dans les terres, là. Oui, c'est bon. Poutine est un dictateur vieillissant, c'est jamais trop bon. Il y a un pouvoir absolu sans contre-pouvoir, là, on le voit de façon très claire. La guerre en Ukraine n'est pas terminée. Tout ça, ça fait un cocktail explosif. Il y a quelque chose qui peut éclater là-dedans. Je ne sais pas quoi, mais il y a beaucoup de gens qui sont bien plus savants que moi sur ces questions-là qui disent il y a quelque chose qui va se passer en Russie. Alors, on surveille. Une situation potentiellement volatile, oui, c'est ça. Oui, c'est bien, mais je crois qu'à la fin, on va avoir les yeux quand même rivés sur une seule personne qui est au sud de nous. Le voisin, c'est sûr. Pourquoi? C'est toujours Parce le que voisin. les élections de mi-mandat s'en viennent. Et c'est un événement marquant dans ce mandat-là, mais aussi à cause de l'impact de la nouvelle approche, entre guillemets, des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Alors là, on a des gens qui sont déjà en difficulté. Starmer, en Grande-Bretagne, ça va pas très bien. Non. Emmanuel Macron, idem, c'est pas très stable en Allemagne. Et où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que c'est presque une déclaration de guerre qu'il y a dans cette nouvelle approche américaine. C'est de dire, nous, on va encourager des partis, entre guillemets, nationalistes. Un parti... Et choisissez donc entre l'OTAN ou l'Union européenne. C'est quand même gros, là. Comment ces gens-là, qui sont déjà faibles politiquement, vont réussir à s'enligner là-dessus? Je sais pas vous, mais moi, je me fatigue de voir des grands conciliabules européens où il n'arrive jamais rien sur l'Ukraine. À part, on est avec toi, mon ami. J'imagine que M. Zelensky est encore plus fatigué que moi. Je pense que oui. Je pense que si nous, on est fatigués, lui, il l'est davantage, sûrement. Très intéressant tout ça. Puis c'est effectivement des coins du monde sur lesquels on va devoir garder un œil assez attentivement. Ça, évidemment, c'était la revue des événements que l'on va surveiller au cours des prochains jours. On ne peut pas terminer cette émission sans jeter un œil à de potentiels cadeaux de Noël. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le bas de nos politiciens? Quel genre de résolution on devrait leur proposer? C'est tout de suite après la pause. À tantôt. Alors, on termine ce bilan sur une note un peu plus légère avec quelques suggestions de cadeaux, de résolutions pour nos politiciens. Ça, c'est mon bout préféré. Je pense qu'il y a encore des gens à la maison qui n'ont pas fait leur magasinage. Alors, peut-être des idées là-dedans. Il y a quelques journalistes aussi. Oui, probablement. Je fais partie du lot, je vous dirais. Alors, commençons par le bas de Noël d'un politicien. Chantal, qu'est-ce que vous mettez dans le bas de Noël et de qui? Bon, un gros bas de Noël parce que c'est celui de François Legault. Et M. Legault lit beaucoup et j'ai remarqué qu'il lisait beaucoup de romans, que je lis aussi. Alors, il fait moins ça, là, mais je veux lui redonner l'habitude de lire plein de romans parce que ça pourrait lui donner le goût d'avoir une vie où il y a plus de loisirs pour en lire. Mon Dieu, c'est subtil comme message. Bon, des romans pour M. Legault. Alec, votre bas de Noël, vous? Quelque chose d'immatériel dans le bas de Noël et de François Legault et de Pablo Rodriguez. Une réflexion respective sur leur avenir politique. OK. Et je ne dis pas que... Ça va avec les livres, un peu, oui. Et je ne dis pas qu'ils doivent nécessairement quitter. Je dis qu'ils doivent réfléchir à ce qu'ils occupent comme place dans l'échiquier politique actuellement. Est-ce qu'ils sont encore des atouts pour leur parti? Je comprends qu'ils veulent rester. Les deux veulent rester. Et c'est normal. Quand tu es en politique, tu es engagé, tu as des convictions, tu dis « je suis la bonne personne ». Il faut qu'ils regardent plus largement. Est-ce qu'ils sont encore des atouts pour leur parti? Est-ce qu'ils sont encore des atouts pour le Québec? Il faut qu'ils se posent ces questions-là. Et s'ils décident de rester, là, en toute connaissance de cause, après avoir parlé à leurs conseillers, à leur famille, ils ont pris les 2 semaines, ils ont décidé de rester, ça prend un vrai plan de match en janvier. Parce que ça ne changera pas s'il n'y a pas un vrai plan de match. Remonter là, dans les sondages ou se sortir d'une crise, ça n'arrive pas par enchantement. Alors, si on n'est pas capable d'élaborer un plan de match en janvier,
il faut que la réflexion mène à une décision qui ne sera peut-être pas celle qu'il souhaite. C'est un gros bas de Noël. Je ne sais pas où est-ce qu'on magasine ça. C'est immatériel, mais c'est un gros bas de Noël. C'est une grosse réflexion. Michel, votre bas de Noël, lequel, à qui et quoi? Moi, je donne des livres, comme Chantal, aux candidats à la direction du nouveau Parti démocratique. Je leur donne le livre « Le français pour les nuls ». Il existe en version anglaise qui s'appelle « French for Dummies ». Alors, il faut prendre celui qu'ils veulent, mais je pense qu'ils ont besoin de travailler là-dessus. Oui. Un peu. Bien, à l'évidence, là, quand on a vu le débat il y a quelques semaines, c'était oui. pas particulièrement reluisant au niveau de la langue française. Je vais rester avec vous. Là, on est à la résolution. On se déplace le 1er janvier. Il faut commencer à penser à ce qu'on va changer comme comportement en 2026. Qu'est-ce que vous suggérez? Essayez de maintenir le débat, parce qu'on va être en allée électorale au Québec et peut-être même au fédéral, puisque le gouvernement est minoritaire. Essayez de maintenir le débat au niveau des idées, des programmes, de dire on va voter pour moi pour ceci et pas voter contre lui parce que. Je suis pas sûr que ma résolution va être adoptée. C'est tellement facile de faire le contraire, mais au moins, je voulais le faire. Chantal? Il y a lu dans mon esprit parce que moi, j'ai écrit la réponse pendant que j'écoutais Mark Miller, PSPP. Je me suis dit, la résolution là, s'adresse à toute la classe politique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, baisser le ton pour qu'on vous entende plus et qu'on vous comprenne mieux? Parce que là, le citoyen normal qui regarde ça, la tentation, c'est de dire... On change de poste, là. On passe à autre chose. Ça n'a pas de bon sens, les choses que ces gens-là disent les uns sur les autres. Ouais. Vous avez aussi réfléchi à ça durant la même... Oui, puis je me suis dit, bon, le dictionnaire Oxford a dit que le mot ou l'expression de l'année, c'était « rage bait », une espèce d'appât de colère, susciter la colère et donc une émotion pour en profiter. C'est beaucoup fait sur les réseaux sociaux là, pour alimenter les pages puis faire de l'argent. En politique aussi, il y a cette tentation-là du rage bait. Je vais aller chercher l'émotion, la colère des gens, puis là, je vais monter ça. Ça s'applique à des politiciens. On l'a vu avec François Legault, Mark Miller, Paul Saint-Pierre Plamondon. D'autres acteurs de la vie politique, Magali Picard aussi, ça fait prendre dans ce jeu-là. À un moment donné, c'est qu'à force de se crier dessus, on comprend plus rien. Et c'est surtout que les gens décrochent. Ça sert à rien. Faisons attention à notre vocabulaire. Enlevons quelques bûches de temps en temps de certains débats, ça ferait du bien. C'est la deuxième fois que vous avez fait consensus par hasard durant cette émission. C'est bon signe! C'est probablement très bon signe. Bon. On verra si c'est écouté, mais effectivement... Le premier, c'était pas de révélation de l'année. Non, mais... Ça va pas si bien. Non, mais quand tout le monde est d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Alors, c'est probablement pas une mauvaise idée. Voyons voir si ça sera écouté. Je suis très curieux. C'est là-dessus que nous, on termine cette dernière émission des coulisses pour 2025. Merci encore une fois de nous avoir accompagnés chaque dimanche cet automne. On va faire relâche pour les fêtes, quelques semaines de vacances, mais on sera de retour le 18 janvier. Merci tout spécial aux collègues, aux collaborateurs d'un bout à l'autre du pays qui nous donnent un gros coup de pouce chaque semaine et qui permettent la réalisation de cette émission-là. Merci à vous trois, Alex, Chantal, Michel. Joyeuses fêtes. Profitez-en bien. Puis on va se revoir en janvier. Et joyeuses fêtes aussi à vous à la maison. Là-dessus, ici Daniel Thibault à Montréal. Au nom de toute l'équipe, excellente fin de journée. Bonne période des fêtes et je vous retrouve le 18 janvier.